surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Et oui, quelques décalages pour l'instant. Nous allons commencer par la causerie matinale, le temps de retrouver la chronique si tout va bien avec notre invité pour la causerie matinale de ce matin, Stanislas Benoukouma. On est là. On est là, tout à fait. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à tous, bonjour à Antonia Dossa. Antonia Dossa qui est avec nous ce matin. Oui, Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Moussa, bonjour Stanislas Samoa. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Il y a de week-ends où nos établissements scolaires ne sont vraiment pas pris d'assaut par des séries de bâches, des tables et chaises, des couverts, sonorisation assourdissante à l'appui. Tout ceci pour des manifestations festives au détriment de toutes règles déontologiques concernant ces règles qui régissent donc nos établissements scolaires. Nos établissements, il faut le dire, sont sollicités, donc loués pour accueillir des manifestations. Heureusement, mercredi dernier, par notre circulaire numéro 0356, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, le professeur Salman Karim, a donc interdit cette très longue pratique qui, selon certaines personnes, et oui, crée assez de nuisances, donc assez de nuisances aux établissements, aux apprenants, aux enseignants. Et aujourd'hui, on en parle sur le matin. Stanislas Benoukouma, cette information qui vient de tomber, certains l'ont approuvée, d'autres, bon, non, mais elle demeure une autre circulaire, une interdiction à tous. Oui, c'est une interdiction qui vient quand même sonner le glas, sonner la fin, je dirais, d'une habitude qui a la peau dure. Vous savez, ici au Bénin, moi je me rappelle quand on était enfant, surtout au primaire, déjà, hein, quand on finissait les classes le vendredi autour de 17h, j'avais déjà en mémoire des personnes qui arrivaient dans l'école avec des glacières, des marmites et tout ça. Et des personnes... Des barres de fer pour les bâches. Et ils commençaient déjà par mettre leur disposition. Et le samedi matin, très tôt, on mettait les bâches, on essayait de former les choses. Et quand on était curieux de savoir ce qui allait se passer, beaucoup nous disaient, mais ce sont des personnes qui ont telle fête à organiser dans votre école, ou bien voilà. Donc, c'est des personnes qui n'étaient même pas habituées de l'école, soit des riverains, des gens du quartier ou des personnes venues d'une autre contrée. Donc, la note circulaire du ministre Salman Karimou, qui quand même vient aujourd'hui comme un rappel à l'ordre, puisque c'est une note qui existait et qui quand même recadrait un peu les usages au niveau de l'école, surtout les installations. Et donc, cette note vient à point nommé pour rappeler à chacun qu'il est devant sa conscience et qu'il doit faire les choses autrement désormais. Vous savez que quelqu'un dira que l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Absolument. Et ça, c'est Victor Hugo qui l'a dit. En le disant, Victor Hugo ne croyait pas si bien parce que pour lui, autant on peut vouer un respect souverain pour la chapelle, c'est-à-dire l'église ou la mosquée ou les couvents, autant on a le même respect pour l'école. C'est cela. La façon dont vous avez, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais encore vu quelqu'un courir, entrer dans un temple, dans un couvent, ou courir dans une église, dans une mosquée. Il y a une posture quand vous voulez entrer. Quand vous faites toute votre pagaille, passez-moi l'expression, et vous arrivez devant un lieu saint, un temple ou une église ou une mosquée, il y a une posture qu'on adopte. On sent qu'il y a quelque chose de sacré, de divin qui est là. Et donc, la même posture devrait être tenue dès lors que nous sommes devant une école et donc devant une salle de classe. Mais d'où sort-il que vous remarquerez des gens qui débarquent un week-end, qui sont là dans leur apparat avec des plats, des fourchettes et tout ça. Et les salles de classe, les tables et bancs qui anciennement étaient occupées par des élèves sont maintenant pas occupés par des parents qui étalent leur assiette, les glacières et tout ça. On met la musique dans la salle de classe
Il y a des baffins qui tonnent jusqu'à plusieurs kilomètres. Vous savez que dans l'école, quelque chose se passe. Et tout le monde est peut-être en uniforme, en blanc, avec voilà, des bombas et tout ça. Et ça danse, ça mange, ça crie, ça jacasse et tout ça à l'intérieur des salles de classe. Et l'autre chose aussi, c'est que ils finissent tout ça. C'est ceux qui ont un minimum de conscience qui nettoient les lieux avant de partir. Sinon que ce sont les apprenants, peut-être qui sont invités le lundi matin très tôt. Ceux qui sont là à 6 heures. Ou ceux qui sont là voilà, à 6 heures, qui viennent faire le nettoyage avant le démarrage des classes. Ce n'est pas du tout bien. C'est une habitude que chacun de nous a cultivée, directement ou indirectement, parce que si vous n'aviez pas une fête, peut-être il y en a dans une école et on vous a invité. Et autant que nous sommes, chacun de nous, s'il doit être sincère avec lui-même, on a été chacun de nous à une réception où ça a été fait dans une école. Oui. Et donc ça, sur la question, le problème ne se pose pas. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, on y a contribué. Mais voilà que la note circulaire est là. On devra s'y habituer et on devra respecter. Parce que le ministre l'a rappelé, même si on doit faire usage de la force publique, on va traquer les réfractaires, les personnes qui ne respecteraient pas ça. Donc c'est une note qui vient nous rappeler que chacun de nous a quelque chose à faire pour que l'école maintient son caractère de sanctuaire. C'est très important. Très bien. Oui, Anthony Adossa, il a été dit aussi que, bon, si cette situation a perduré, la faute est d'abord au directeur d'école et puis à l'association des parents d'élèves qui, eux, ce sont les premiers qui viennent intervenir auprès du directeur pour solliciter. C'est vrai, cette note du ministre Salimane Karimo vient effectivement mettre fin à une récréation en ce sens que les week-ends, souvent c'est les samedis que ces écoles sont très occupées. Et figurez-vous... Jusqu'à lundi matin, des fois, par endroit. Jusqu'à lundi matin. Bon, je sais, c'est le week-end samedi, souvent samedi et dimanche. Déjà le vendredi soir ou le samedi, du samedi au dimanche. Et vous savez que les samedis, il y a certains élèves, ils sont appelés à faire des travaux dirigés quand même. Et les travaux dirigés, même au cours primaire. Le ministre l'a interdit. Oui. Les travaux dirigés, les TD dans les écoles. Oui, les TD, mais les élèves, parfois, les élèves se retrouvent entre eux pour pouvoir au moins s'essayer, étudier, faire quelques exercices. Et mieux, là, c'est le ministre de l'enseignement primaire qui a fait sortir la note, mais les écoles, les établissements publics, les établissements secondaires aussi sont parfois aussi occupés pour ces manifestations festives. Donc, la responsabilité revient surtout au directeur d'association des parents d'élèves qui viennent voilà, parce que avant que ceux qui viennent occuper ces personnes qui viennent occuper ces lieux, avant qu'ils viennent s'installer, ils vont directement vers la première personnalité la première autorité, ou le premier responsable plutôt de cette école. Donc, si le directeur d'école n'a pas donné d'autorisation, ceux-là ne viendront pas s'installer dans ces écoles-là avec tous ces pour leurs festivités. Et aussi, les parents d'élèves aussi sont interpellés. Parce que ce sont les parents d'élèves qui doivent dire non, parce que dans toute école, il y a une association des parents d'élèves. Et chaque parent d'élève, c'est aux parents d'élèves, les parents d'élèves qui doivent pouvoir dire oui, vous autorisez ces manifestations, vous autorisez ci et ça. Normalement, les parents d'élèves doivent pouvoir dire non, nos enfants sont souvent... ça indispose les enfants ça perturbe gravement les enfants, les élèves à l'école. Vous avez dit aussi, Stanislas Guenouko-Amoy disait tout à l'heure, qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils finissent les manifestations aussi, ne prennent pas le soin de nettoyer et rendre l'établissement propre. C'est vrai, moi-même, j'ai eu à constater à Grand Popo, c'était une manifestation, ils ont fini. Mais je m'attendais à ce que le nettoyage soit véritablement fait. Et le nettoyage n'a pas été fait comme cela se doit, par exemple. Je me suis posé aussitôt la question de savoir qui viendra le faire. Voilà. Et ça, c'est les élèves qui viendront le faire.
Parce que souvent Et pourquoi normalement, Normalement, celui qui a pris le lieu, ceux qui occupaient les lieux, sont tenus de rendre le lieu propre tel qu'ils ont trouvé ça. Et ça, la responsabilité revient encore aux responsables d'école. Ce sont eux qui doivent pouvoir dire à ces personnes-là, vous avez fini, vous avez intérêt à rendre le lieu propre et très. Sur la question sur la question de la responsabilité, vous l'évoquiez tout à l'heure, la responsabilité des chefs d'établissement, les directeurs et tout ça. Je voudrais quand même faire une petite caricature. Hein. Vous aurez remarqué que quand on prend une salle de classe, par exemple, où l'enfant qui est dans la classe, une classe de CM2 par exemple, et il est prêt à être communé. Ça veut dire que l'enfant, il est dans l'établissement, il est dans la salle de classe. Et ses parents ont payé la contribution. Et donc, à un moment donné, l'enfant dit à ses parents, bon, voilà, il faut qu'on invite notre maître de classe ou bien l'enseignant, ce qui est tout à fait normal. Et cette invitation est adressée également au directeur ou en tout cas à ses responsables parce qu'ils sont dans le quartier, ils sont dans la zone. Quand on vient avec l'invitation, on profite pour demander au directeur, nous voudrions quand même avoir une salle, l'autorisation d'occuper pour organiser notre réception. Et donc, cela faisant, le directeur ou le responsable de l'établissement ne dit plus non, mais cela moyenne quand même quelques billets de banque ou quelques sommes d'argent. Parce que c'est là aussi tout l'intérêt de ces négociations, de ce à quoi on a assisté jusque-là. C'est que ce n'est jamais gratuit. Oui, ça c'est vrai. Il y a de l'argent qui est payé. Maintenant, le montant varie selon qu'on soit X ou Y. Il y a un montant qui est payé. Et au-delà du montant, n'oublions pas un aspect non moins négligeable, l'aspect de la gastronomie. Parce que c'est-à-dire, quand on finit toute la réception, il y a un lot, une bonne partie qu'on convoie dans la maison du directeur ou du responsable de l'établissement pour lui dire merci. C'est une façon de lui dire merci de nous avoir octroyé le cadre. Et donc, si c'est du riz et tout ça, on fait une bonne dose avec de la viande, des bouteilles et on convoie. C'est même pas parfois, ils sont déjà d'office invités, mais au-delà de ce qu'ils viennent manger, on leur fait une part spéciale qu'on envoie à la maison pour leur dire merci. Et donc, quand il y a tout ça, ne demandez pas aux gens de ne pas être de mèche pour que ces genres de choses se passent. Et l'autre chose aussi, c'est que pour ces manifestations, vous verrez, les maîtres également, le maître de l'enfant qui est présent, les camarades de l'enfant qui sont là. Et donc, on se dit, le cadre le plus approprié pour rapidement faire notre réception, c'est dans l'école. Et donc, c'est ça qui a nourri beaucoup plus les habitudes sur plusieurs années. Nous avons remarqué des cérémonies de baptême, de communion, des anniversaires de décès. En tout cas, toutes sortes de réceptions étaient faites. Des gens reçoivent leur diplôme de fin de formation pour une couturière ou une coiffeuse. C'est dans les écoles qu'on le fait. Et si vous rentrez dans les maisons aujourd'hui, vous fouillez les archives, vous verrez beaucoup de cartes d'invitation sur lesquelles sont inscrites lieu de réception, EPP temps, EPP Z, EPP Y. Ça existe. Ça existe. Et des CEG, je n'oubliez pas, il y a des CEG, des collèges d'enseignement général. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont donc. Je pense que le ministre est en train de sonner la fin de la récréation. L'autre chose aussi que j'ai lu dans la note circulaire et qui nous intéresse, c'est par rapport à la situation sanitaire. Vous savez que nous sommes en période de coronavirus et cette situation fait que les gestes barrières nous imposent un certain respect, une certaine éthique. Et donc, nous regrouper dans les salles de classe, danser, boire et faire tout ça, ce n'est déjà pas bien. Le contexte du coronavirus fait que la distanciation sociale doit être observée, les regroupements à plus de 50 personnes qui sont toujours interdits. Donc, nous devons faire l'effort de ne pas aller dans cette salle de classe pour notre réception. C'est ça. Et le ministre a rappelé dans la note circulaire que ces réceptions ne sont pas en phase avec la mission de l'école. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Posons-nous la question de savoir quelle est la vraie mission de l'école. Et c'est ça, je le rappelais tout à l'heure. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Le même auteur dira que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Pour mieux enseigner l'enfant, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions d'études. Si l'enfant vient le matin, qu'il trouve des grumeaux, de riz
sauter par terre un peu partout, avec des plats de macaroni non lavés dans les salles de classe. Dans des casiers. Dans des casiers, oui, voilà. C'est ce qui se passe malheureusement. Et vous m'avez rappelé un aspect. Les casiers sont même des endroits où on cache les bouteilles de bière et autres et tout ça. Vous voyez, il y a eu tellement d'actes à ce niveau. Donc je pense que on est en train progressivement de revenir à la normale. C'est ce qui devrait être. Il faut que nous respections l'école. Il faut que l'école retrouve sa place d'antan. Et pour cela, chacun de nous doit y contribuer. Si vous êtes enseignant dans une salle de classe, que vous avez un apprenant qui doit être communié, c'est une très bonne chose. Mais désormais, trouvons d'autres endroits pour faire nos réceptions. Trouvons des lieux publics. Il y a des lieux publics, des salles de fête par exemple. Il y a des bars qui offrent des cadres. Donc, trouvons ces lieux-là. Et laissons l'école, puisque les autorités l'ont dit, et nous devons respecter parce que force doit rester à la loi. Oui, il y en a qui, là, ce sont les faits que nous continuons toujours de dénoncer pour donner raison à l'autorité qui a sorti cette note circulaire. Oui, installation, musique et tout, mais c'est à la charge. La consommation électrique, c'est à la charge de l'école. Et puis, on laisse toute une facture très élevée. Après, on vous dit, oui, c'est parce que nous avons déjà payé 10 000, on a payé 20 000 pour installer. Donc, un des directeurs d'école m'a dit un jour, oui, les 30 000, puisqu'il était là quand il percevait, les 30 000 vont servir à quoi? Oui, c'est pour payer la facture d'eau, électricité que le client, ou en tout cas les occupants auraient consommé. Et là, on me dit que l'association des parents d'élèves est impliquée. Ça veut dire que tout le monde goûte à la chose. Oui, la charge, effectivement, après toute cette manifestation, la musique, ce n'est pas seulement l'électricité, il y a aussi l'eau. L'eau, oui. Il y a aussi l'eau. Il y a certaines écoles qui n'arrivent même pas à amortir les factures, à payer les factures normalement. Il y a aussi l'eau, les deux factures, l'eau et l'électricité. Je crois que la responsabilité revient toujours au chef d'établissement. Et ce sont eux qui perçoivent. Et je suis sûre que vous avez parlé tout à l'heure de 30 000 francs. Par exemple, c'est un exemple. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont prendre plus que ça. Au moins. Ça dépend du lieu. Quand on va par exemple se retrouver dans un village où peut-être ils ont l'électricité, vous pensez que ce directeur d'école va prendre 30 000, il va dire trouvez-moi un montant forfaitaire. Encore que si cette personne qui est décédée est peut-être habituée, est un sage ou habitué de la localité. Donc, parlons de ces charges-là. C'est une caution qu'il redonne, en quelque sorte. Et ça, c'est une négociation entre celui qui fait l'événement et le responsable de l'établissement. Mais est-ce que cette caution, la question que nous devons nous poser, est-ce que cette caution-là pourrait compenser, est-ce que ça compense la consommation pendant les 2 ou 3 jours? Ça veut dire 2 à 3 jours, parce que du vendredi, moi je prends du vendredi soir au dimanche, pendant ces 3 jours-là. Donc, c'est des charges qui reviennent normalement à l'établissement qui est censé faire face à cette dépense plus tard. Et quand ces dépenses sont là, c'est que c'est la responsabilité du conseil de toute l'école, qui est engagée, qui est concernée. Et là, l'association des parents d'élèves ont véritablement un grand rôle à jouer. Oui. Parce que être une association des parents d'élèves, c'est qu'ils ont des responsabilités, ils doivent pouvoir intervenir et pouvoir décourager aussi ces choses-là, ces habitudes-là. Et ils doivent aussi participer à l'évolution, à l'avancée, à l'ordre dans les écoles. La bonne gestion de ces établissements scolaires. Et ils sont normalement déjà avec cette note qui est sortie, cette note du ministre qui est sortie. Les parents d'élèves doivent pouvoir accompagner cela. Accompagner, c'est-à-dire à participer. Il y a certaines réunions qu'ils tiennent quand même. Ils doivent pouvoir expliquer aussi la responsabilité, ce pourquoi cette note circule. Et il faut dire,
aussi que il y a aussi par exemple parmi ces parents d'élèves ces parents d'élèves qui sont appelés à ramener l'ordre. Il y a aussi ces parents qui sollicitent aussi parfois ils sollicitent l'école pour pouvoir en faire des milieux de festifs. Alors, Sanissa Gwenoupoama, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut trouver des endroits, oui. Certains ont dit, oui, nous avons commencé par solliciter ces établissements parce que l'autorité aurait refusé l'occupation des rues. Vous savez, c'était une habitude. Quand il y a décès, c'est la rue, on va voir le délégué, on paye quelques cautions, quelque chose, et puis on met on met quelque chose pour bloquer la voie, et puis c'est des vaches, à un moment donné, ça a été interdit, et donc on est obligé, à défaut de prendre les lieux festifs à coup des billets de banque, il faut occuper les écoles. C'est ce qu'ils estiment. Oui, mais je pense que c'est un argument qui ne tient pas. C'est quand même très facile, trop facile même, je dirais, de prétester de cela pour occuper les écoles. Encore que vous savez, l'habitude festive que nous avons, c'est une habitude et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été fait pendant très très longtemps. Nous, quand on était petits, on l'a vu, on a grandi en voyant cela et on est là et c'est en train d'être interdit. Je pense que c'est une bonne chose. Au-delà, vous parliez tantôt de la responsabilité des présidents, en tout cas des associations de parents d'élèves. Je pense que cette association aussi longtemps a manqué de jouer son rôle. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, ce sont des associations qui à un moment donné se regroupent pour leur intérêt, ou soit le président de l'APE, son enfant est peut-être en classe d'examen, il a un intérêt peut-être à défendre telle ou telle action, et il le fait, mais on n'a pas vu longtemps les associations se réunir pour des causes communes, des causes qui défendent le caractère solennel de l'école, les conditions, en tout cas les conditions dans lesquelles les apprenants doivent aller au cours, les meilleures conditions. On n'a pas souvent vu ces APE-là sur ces fronts, alors qu'on aurait bien voulu les avoir sur ces grands chantiers-là. Mais aujourd'hui, pour que la note circulaire soit respectée, puisque quelque part, je l'ai lu, on dit, c'est pourquoi, dès aujourd'hui, des missions de contrôle et de veille permanente sillonneront toutes nos contrées pour traquer et punir tout contrevenant aux besoins par l'usage de la force publique. La note, elle est claire. Ça veut dire que, qui que vous soyez, que ce soit acteur de l'école ou usager, si vous tombez dedans, on peut vous traquer et même avec la force publique. Donc je pense que c'est une invite à chacun de nous, que ce soit les enseignants déjà, doivent être le relais de cette note, dire en classe, les enfants, si vous avez une manifestation, c'est bien, mais dites à vos parents qu'il y a une note qui interdit désormais tout regroupement, toute manifestation dans les écoles. Trouvons d'autres endroits pour nous réjouir, c'est important, mais l'école est sacrée, l'école doit retrouver sa place. Et aux responsables d'établissement qui, ma foi, doivent peut-être faire copie de cette note, les afficher dans les différents bureaux pour que ça soit su de tout le monde. Et vous savez que au-delà même de ces notes qui sortent, les Béninois, en tout cas certains, veulent toujours contourner. Parce que, oui, le ministre a donné l'avertissement dans la lettre, c'est qu'il y a toujours des gens qui veulent contourner malgré l'interdiction, malgré la note. On dit, d'accord, les autorités ont dit, mais les autorités ne seront pas ici ce week-end, donc permettez-nous de faire ça rapidement. Il y a quand même les forces de l'ordre quand même qui sont au niveau de chaque, même si c'est dans la Tunisie, quel que soit, il y a les forces de l'ordre qui font les patrouilles. Donc c'est sûr que c'est sûr qu'ils ont reçu les forces de l'ordre. Ils sont aussi avertis. Les instructions sont averties. Moi je pense plutôt que la responsabilité, vous avez parlé tout à l'heure des élèves et des élèves, l'information doit être portée aussi à l'endroit des élèves et tout ça. Lorsque, par exemple, je prends un exemple, Moussa va dans une école et veut occuper l'école le week-end prochain, par exemple. Si la première personne que vous irez voir, ce n'est pas un enseignant, c'est le chef de l'établissement. Et si ce chef d'établissement vous dit non,
ce n'est pas possible. Est-ce que vous allez insister ou vous entêter venir vous installer? Non, ce n'est pas possible. Donc, la première responsabilité revient au chef d'établissement. La première responsabilité revient au chef d'établissement qui doit pouvoir dire non, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'était possible, mais ce n'est plus possible et vous ne pouvez pas. Donc, si le chef d'établissement dit non, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez qu'aller chercher un autre lieu pour vous installer, faire votre manifestation. Donc, la personne habilitée a dit non, ce n'est pas possible. C'est le chef, le responsable de l'établissement. Par rapport à ce que je disais, je parle de l'esprit de contournement que nous avons toujours eu. Oui. Vous savez, les lois sont là, mais on a toujours voulu les contourner, on a toujours voulu faire à notre tête parce qu'on se dit, bon, c'est un week-end, j'en ai besoin pour une après-midi, donc permettez-nous. Et il y a aussi, excusez du peu, certains responsables qui se disent, bon, est-ce que je vais le leur refuser? Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est père de famille, qui a 5 enfants, et tous les 5 sont dans le même établissement. Et parmi ces enfants, il y en a un qui se communie, ou qui, je sais pas, se marie, ou qui fait un truc, un anniversaire. Et celui quand même qui paye les frais de scolarité pour 5 de ses enfants, et vous allez lui dire maintenant d'aller ailleurs. Donc, il y a certaines considérations... C'est une école publique quand même. Non, attendez, il y a certaines considérations qui sont entrées en jeu jusqu'à là où nous parlons. On ne va pas les nier. Ces considérations, on l'entend peser dans la balance. C'est ça. Et qui ont justifié le fait que cela avait été organisé jusque-là. Voilà. Il y en a qui disent même c'est un député. Voilà, et donc il a besoin de l'établissement. Voilà, c'est une autorité, c'est quand même un responsable politique. Oui. Et donc cela a longtemps milité pour la cause. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et si les choses changent, nous devons faire attention. L'esprit de contournement dont je parlais, on doit pouvoir mettre fin à ça. Et chacun doit pouvoir jouer son rôle. Si malgré l'interdiction des parents d'enfants viennent voir les autorités doivent pouvoir leur dire que maintenant les choses ont changé, je ne veux pas de problème. Parce que imaginons un instant où, avec l'interdiction, des personnes décident de braver et en pleine manifestation, les forces de l'ordre débarquent. On ramasse... tout sera saccagé. Voilà, on ramasse les plats, les fourchettes et tout ça. Ou bien les gens sont en train de danser et dans une certaine festivité, on vient, on coupe voilà, le moteur et tout ça. Donc ça ne fait pas bien, nous serons dérangés alors qu'on est en train de se réjouir ou on est en train de faire une manifestation. Donc je pense que force restera toujours à la loi. Il faut continuer par relayer cela, surtout dans les fins fonds. Hein. Ce n'est pas qu'à Cotonou seul, dans les coins les plus reculés, dire aux gens que l'interdiction est là désormais et ce n'est pas qu'à Cotonou seul. L'interdiction, c'est dans les villages, dans les coins reculés, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et autant c'est valable à Cotonou, autant c'est valable à Malanville, à Kérou, à voilà, je ne sais pas, à Porto-Novo, à Mississin. Bref, c'est valable sur toute l'étendue du territoire et on devra faire attention, trouver d'autres lieux désormais pour nos manifestations. Manifestations, même les cultes qui se déroulent, on en a parlé, le ministre en a parlé dans la note, des cultes qui se déroulent au sein des établissements, mais ça peut paraître, ça peut gêner certaines personnes, mais comme on excuse. Et là, on se demande, est-ce que véritablement, qu'est-ce qu'on veut en organisant ces cultes dans l'enceinte de ces établissements? C'est le grand monde. C'est une bénédiction pour l'école. Est-ce que, si c'est le grand monde, est-ce que Dieu a véritablement besoin du grand monde pour se faire entendre, pour que la prière, les vœux, les bénédictions passent, pour que la prière soit exaucée? That is the question, comme le disent les Anglais. C'est la question qu'on se pose. Moi, je pense que il y a la paroisse. Oui, on ne parlera pas en termes de monde, parce que peut-être que c'est le lieu choisi pour une telle manifestation, une telle célébration plutôt. L'école est un lieu pour enseigner. Lieu sacré. Lieu sacré pour enseigner, pour recevoir les enfants. Les élèves sont appelés à recevoir le savoir. Donc, c'est un lieu, ce n'est pas un lieu où on vient pour faire des célébrations. Ça doit rester dans la mémoire de tout un chacun. Nous devons savoir et comprendre et reconnaître que l'école, c'est un lieu du savoir. Ce n'est pas un lieu de célébration de messe. Ce n'est pas non plus un lieu pour faire des festivités. Je disais tout à l'heure que
les chefs d'établissement sont les plus interpellés, mais aussi les chefs de localité. Quand je parle de chefs de localité, chefs quartier, conseillers, chefs d'arrondissement, ils sont aussi interpellés. À partir du moment où, lorsqu'ils constatent que malgré cette note, peut-être il y a encore des manifestations. Comme l'a dit Stanislas, il y a ceux qui aiment contourner. Dès que le chef de l'État, le chef du quartier, le conseiller, dès qu'il constate cela, la meilleure manière, c'est de se rapprocher peut-être du commissariat, pourquoi pas, du commissariat, ou interpeller le directeur de cet établissement et lui dire, mais pourquoi avez-vous autorisé une telle manifestation dans l'école? Donc, l'école est un lieu de savoir, est un lieu sacré, c'est un lieu d'éducation et non un lieu de festivité. Très bien, merci Antonia Dossa, je voudrais dire. Et mieux, j'allais ajouter aussi, c'est le moment encore beaucoup plus pour certaines, dans chaque localité, d'avoir des espaces pour des festivités. Les places publiques les sont places quand même publiques, réservées, les places publiques, il y a des terrains de football, terrain de football, entre guillemets, pas les terrains de sport construits omnisport, je ne parle pas de ça, mais il y a des espaces vides. Je ne parle pas des terrains de sport qui sont actuellement en construction, non, mais il y a des espaces vides quand même qu'on retrouve, qu'on pourra toutefois occuper pour ces manifestations, au lieu d'aller s'installer dans ces écoles. Très bien. Et ça, c'est bon pour moi. Oui, je voudrais rappeler que c'est une note qui, c'est comme une relance. Je voudrais juste lire la première phrase. On dit « Il m'est revenu avec insistance, malgré les instructions contenues dans la lettre ci-dessus référencée relative à la violation des espaces scolaires que de nombreux directeurs ou directrices d'école, de même que de nombreux usagers de l'école, utilisent sans aucune gêne et au mépris des tests les installations et infrastructures scolaires pour des manifestations, cérémonies de mariage, etc., ne présentant aucune valeur éducative pour l'école. » Donc c'est dit que c'est une note qui existait, ce n'est pas maintenant que l'interdiction est là, on vient rappeler justement l'interdiction que chacun de nous doit respecter. Et donc, le ministre ne peut pas être plus clair que ça. Les responsables d'établissement doivent prendre le relais, prendre leurs responsabilités et interdire toute forme de manifestation, les cultes aussi, on l'a dit, toute cérémonie qui n'entre pas dans le cadre des missions de l'école, qui entrave les missions de l'école et qui perturbe également la quiétude des choses, il faut arrêter avec et savoir que l'école se construit, l'école doit retrouver ses lettres de noblesse. Absolument. Parce que avec cette habitude qu'on a nourrie sur plusieurs années, on s'est peut-être dit que c'était la norme. Et quand ces choses-là sont interdites, on se dit, mais on l'a souvent fait, plusieurs années, ça a été fait. Non, ça a été fait, c'est parce que nous l'avons toléré d'une manière ou d'une autre, mais les autorités ont décidé que ça ne se fasse plus, et donc on doit pouvoir respecter. Très bien, merci à vous Antonia Dossa pour ces échanges. Merci Stanislas Gouanou pour moi. Merci à vous également. Une fois n'est pas coutume, nous allons donc nous retrouver, vous retrouver tout à l'heure avec votre invité pour la chronique du jour, la chronique littérature. C'est donc tout à l'heure. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent. Des familles plus heureuses. Avec le microcrédit Alafia, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé, suivez-moi. Étape 1, l'identification.
Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Rembourser votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Voilà, quelques contingences nous ont obligés, Stanislas Gwenpoa à donc aborder la chronique littérature maintenant, je dirais, à l'heure actuelle. Bien évidemment, Dr Kamel Lafia, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes médecin cardiologue, expert de l'hypertension artérielle. Et justement, de ce mal, on en parle à travers votre bouquin intitulé Hypertension artérielle en français facile, réponse à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées. C'est ça le livre. Pourquoi l'hypertension fait-il si peur aux Béninois? L'hypertension fait peur non seulement aux Béninois, à la population mondiale, aux médecins, parce que cette maladie qui est surnommée le tueur silencieux est la maladie chronique la plus fréquente au monde. Cette émission, cet échange va durer 15 minutes. Mais d'ici la fin de cet échange, il y aura 225 personnes qui vont mourir d'hypertension artérielle. Mais docteur, pourquoi vous voulez toujours faire peur aux gens quand vous prenez la parole? Vous prédisez la mort des gens. Non, je ne prédis pas. Le ciel est bleu. Le micro est noir. C'est une vérité. Oui. Donc, l'hypertension tue une personne toutes les 4 secondes dans le monde. Wow. C'est écœurant, ça, c'est un docteur qui lui dit, et c'est comme il affirme. Oui, c'est statistique, c'est 10 millions de décès par an, l'hypertension artérielle. Wow. Donc, c'est des faits, en fait. C'est des faits. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués à en parler pour éviter justement cette peur-là. Mais vous savez que... En 15 minutes, combien de personnes? 225 personnes. En 15 minutes? Oui, une personne toutes les 4 secondes. À travers le monde? À travers le monde. Oui, ça fait 15 personnes par minute. C'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est un fait parce que nous le voyons à l'hôpital. C'est la maladie la plus fréquente, c'est la maladie qui fait le plus de dégâts. Et donc, c'est important à un moment donné d'en parler, de sortir les statistiques, pas pour faire peur, mais pour faire prendre conscience. Parce que ce qui est dommage, c'est que cette maladie peut être évitée. Cette maladie est due le plus souvent à des mauvais comportements. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler en français facile, c'est-à-dire français accessible. Parce qu'un des freins aussi dans la communication avec cette population, c'est que le personnel de santé utilise parfois des thèmes compliqués. Et donc, la façon que j'ai choisie pour discuter avec elle, c'est non seulement de mettre les faits sur la table, mais aussi de lui apporter ses conseils
pour éviter cette maladie, afin que dans quelques années, on ne parle plus de 225 morts en 15 minutes, mais beaucoup moins. C'est ça, mais pas peut-être des thèmes compliqués. Vous avez vos thèmes scientifiques, vous désignez vos choses. J'ai envie de demander quels sont les facteurs de risque de l'hypertension, puisque beaucoup plus souvent on en parle, beaucoup de personnes sont de même prédisposées à ça. Quels sont les facteurs de risque parlant de l'hypertension artérielle? Oui, les facteurs de risque, ils sont nombreux, mais heureusement évitables. Ah, évitable. Oui, c'est au moins c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est justement la bonne nouvelle. D'accord. Et en fait, ce qui est dommage justement pour cette maladie qui nous décime, c'est qu'elle peut être évitée quand on a la bonne information assez tôt et qu'on adopte les comportements qu'il faut. Donc les facteurs de risque qu'il faut éviter, c'est l'obésité, le surpoids, le fait d'avoir un peu trop de masse abdominale. C'est la sédentarité, l'inactivité physique, le fait de ne pas bouger assez, le fait de rester longtemps assis. C'est le fait de fumer, que ce soit la cigarette, que ce soit la chicha. Ah bon? Oui. C'est le fait de prendre... Donc quand on fume, on est prédisposé à l'hypertension? Oui, parce que lorsqu'on fume, la nicotine qui est contenue dans la cigarette fragilise les artères. Les artères, ce sont ces tuyaux-là qui conduisent le sang. Et c'est lorsqu'ils deviennent durs, justement, que la tension monte. Donc, toutes les causes, tous les facteurs qui contribuent à durcir ces artères-là entraînent l'hypertension artérielle, dont le tabac, justement. Mais les jeunes qui fument, on en voit beaucoup plus, surtout au niveau de la chicha et tout ça. Oui, et c'est ça qui est dommage. Il y a, moi je me rappelle quand je faisais la médecine, il y a 15 ans par là, l'hypertension c'était à partir de 50 ans, 60 ans. Mais là, nous voyons des patients qui ont 25 ans, qui sont hypertendus, qui ont 20 ans, qui sont hypertendus. Et justement, c'est parce que cette mauvaise pratique, ces mauvais comportements augmentent avec la cigarette, avec le fait de ne pas bouger, le fait de mal s'alimenter, on mange trop salé, on prend du cube. Tout ça, c'est des facteurs qui augmentent la fragilité de ces artères-là. Faisons un focus sur les cubes. Vous voulez dire que c'est mauvais de consommer les cubes? Beaucoup nous suivent, hein, ils adorent les cubes, docteur Lafia. Oui, le tueur silencieux de nos plats, c'est le cube. Le cube, en fait, c'est du sel. Le cube, c'est 80% du sel et des arômes pour changer le goût. Et c'est tout. Nos bonnes dames disent souvent que sans le cube, il semble que quelque chose manque au repas, que ce n'est pas, en tout cas, ça n'a pas la saveur habituelle. Oui, vous savez souvent ce qui est bon, c'est ça qui nous tue. Ce qui est doux, c'est ça qui nous tue. Et c'est ça, ce qui est dommage, en fait, c'est une mauvaise éducation qu'on a eue depuis l'enfance, parce qu'elles ont appris de leur maman, elles apprennent ces habitudes à leurs enfants, et plus on grandit, plus on se dit qu'on a besoin de ce goût-là. Je vais vous raconter une expérience qui a été faite avec le sucre, et qui peut être transposée au sel comme au cube, pour montrer que c'est une affaire d'éducation de la langue. Il y a un enfant, c'est une expérience qui a été faite en Grande-Bretagne, un enfant qui a été exclu de tout goût sucré, bonbons, chocolat et tout, ne connaissait pas. Quand il a eu 4 ans, on lui a mis un morceau de sucre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a craché, il a dit c'est quoi cette chose amère? Parce qu'il ne connaissait pas ce goût sucré. Idem pour le sel, pour le cube. En fait, il faut savoir qu'au-dessus de notre langue, il y a des détecteurs de goût. Les papilles. Les papilles gustatives. C'est ça. J'ai retenu ma leçon. Hein. Oui, je suis fier de vous. Oui. Il me manquait la blouse. Oui, voilà. Donc, c'est cette papille-là qui se renouvelle chaque mois. Donc, si nous décidons d'adopter un goût X pendant 1 mois, 2 mois, on finit par l'adopter. Donc, quand on sait, et c'est scientifique, que le sel nous tue, le sel augmente l'hypertension artérielle. Le cube augmente l'hypertension artérielle. Les aliments trop sucrés font prendre du poids, favorisent l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre, qui peut être peut-être drastique. Et le côté drastique, c'est de trouver le goût fade. Mais tout ça, c'est relatif. Je vous assure que quand vous décidez de bien manger, de manger peu salé, d'arrêter le cube, au bout de 2-3 semaines, vous allez en griffe un peu souffrir. Mais 1 mois après, comme c'est de nouveaux détecteurs qui sont là, vous allez adopter le nouveau goût comme le bon goût. Donc quand on sait que c'est une maladie qui nous tue, qui nous décime,
une des meilleures décisions, justement, c'est de bien manger, c'est de bouger, c'est de stresser moins. Et c'est une des meilleures façons de vivre mieux, de vivre longtemps sans cette maladie-là. Et ça fait partie des comportements qu'il faut avoir, à éviter, savoir et l'éviter à temps pour ne pas avoir l'hypertension artérielle. Oui, exactement. Vous pouvez retenir la formule dont je parle dans le livre 00533P. Ouais. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour, une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse. 00533P et PS, peu de stress. C'est ça. Ça l'aide de rien, mais c'est justement ces comportements qu'on adopte depuis très tôt, qui s'accumulent et qui après nous plongent, qui fragilisent notre cœur, qui fragilisent nos artères. Donc si on arrive à éviter ces mauvais comportements, si on arrive à marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour, si on arrive à se lever chaque heure pour aller chercher un papier à l'imprimante, aller prendre de l'eau, en fait, il y a de petites habitudes qu'on peut mettre en place, travailler son environnement pour bouger plus, pour éviter tous ces ennemis de notre santé-là. Et c'est la meilleure façon de protéger notre cœur et de se prémunir de ces maladies-là. Docteur Lafia, parlons du stress. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur quotidien, font face au stress. Il y a des choses, en tout cas, qui les occupent. Ils ont des soucis de ci ou de ça. Et très souvent, quand des personnes sont hyper tendues à l'hôpital, j'entends souvent les médecins qui demandent « Mais est-ce que vous avez un souci? Vous pensez à quoi ?» Souvent, ça revient. Donc, c'est la question du stress qui revient. Comment faire, justement, pour se sortir de ces soucis-là, quand on sait quand même qu'au Bénin, ce n'est pas ce qui nous manque, les soucis? Effectivement, en fait, tout le monde est stressé. Tout le monde se met en colère. Le facteur qu'il faut retenir ici, c'est la fréquence et c'est la durée. Donc, quand c'est permanent, quand c'est répété tous les jours, quand c'est incessant, ça finit par devenir délétère. Justement, je crois, une des meilleures façons, il y a des méthodes dont je parle dans le livre qui permettent de stresser moins. J'ai dit peu de stress et non pas de stress. Ouais. Parce qu'il y a aussi un stress positif qui nous permet d'être plus performants et tout. Donc, il y a des techniques de relaxation, des techniques de respiration. Et à un moment donné, il faut parfois se demander quelle est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parfois, il n'y a pas quelque chose. Quand ce n'est pas la mort, souvent ça ne sert à rien de stresser. Tout finit par passer comme on dit. Et c'est justement ce cercle vicieux-là, parce que trop de stress entraîne des maladies. Quand on est malade, on a des soucis d'argent et on commence à stresser. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe et il y a des techniques. Et un des meilleurs anti-stress, vous savez ce que c'est? La musique? Pas loin. Le sport. Le sport, d'accord. Le sport. Les études ont montré que les médicaments peuvent entraîner environ 10 ou 20% de réduction des conséquences, mais le sport, c'est près de 40%. Donc, c'est un médicament qui est gratuit. Parce que quand on fait le sport, le corps sécrète des substances qu'on appelle des endorphines. C'est des hormones du bonheur. Ah bon? Et c'est une des seules machines qui produit ces hormones-là. Donc, le sport produit des hormones du bonheur. Du bonheur. Et comme son nom l'indique, allez faire le sport et vous serez très très heureux. C'est pas pour rien que parfois quand les couples se disputent, on demande à monsieur d'aller marcher un peu dehors. Bon, c'est pas marcher 24 heures, 48 heures, de pas rentrer. Mais c'est une façon de faire sécréter ces hormones de bonheur qui nous rend bien, qui favorise le bien-être, qui diminue justement la dureté de ces artères-là et nous permet de moins stresser, d'être un peu plus heureux, de lutter, de prévenir l'hypertension artérielle, le diabète, de perdre la graisse. Vraiment, le sport, s'il y a une ordonnance qu'il faut faire, c'est d'abord le sport. C'est d'abord le sport. Oui, une question, si vous permettez, Stan, nous sommes presque à la fin, mais écoutez, vous avez parlé de stress tout à l'heure, des soucis, tension artérielle. Pourquoi est-ce que c'est souvent chez les femmes et qu'on retrouve ça, problème de cœur, tension, parce que mon mari a fait ceci, j'ai des soucis, et c'est lié au cœur. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Oui, vous avez tout dit. Maintenant, il faut
demander au mari là de laisser ma femme tranquille. Oui, en fait, bon, il faut le dire. Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, tout à l'heure, je parlais de sport. On parle beaucoup plus d'activité physique. Voilà. C'est pas aller faire un marathon de non. Comme je l'ai dit, une marche rapide de 10 minutes, de 15 minutes chaque jour, c'est suffisant. D'accord. Marcher 5 minutes avant de prendre le gym, c'est toujours mieux que de prendre le gym devant sa maison. Donc, c'est de petites habitudes qui misent côte à côte pour favoriser ça. Maintenant, il faut dire que la spécificité des femmes, les femmes sont un peu plus fragiles, plus disposées, plus fragiles. C'est vrai que jusqu'à 65 ans, elles sont protégées par leurs oestrogènes. C'est des substances qu'elles sécrètent. Mais après, avec la ménopause et tout, elles sont un peu plus fragiles. Et la spécificité chez elles aussi, justement, et c'est pour ça qu'il faut aller consulter systématiquement chaque année. Je le dis souvent, à partir de 40 ans, il faut aller consulter. De la même façon qu'on amène sa moto chez le mécanicien tous les 3 mois, alors quel rôle on fait la vidange, il faut aussi amener cette machine qui est le corps au moins une fois par an, surtout pour les femmes, pour les hommes, pour justement faire ce check-up là. Parce que la plupart de ces maladies du cœur, dont l'hypertension artérielle, évoluent pendant des années sans aucun signe. Et c'est ça qui est dommage. Il y en a qui sont hypertendus pendant 2-3 ans et qui n'ont même pas un mal de tête. Et c'est après que le drame survient. Et c'est pour ça, donc, systématiquement, il faut aller prendre sa tension artérielle. Ça coûte 300 francs. Ailleurs, c'est gratuit. Et ça peut sauver une vie humaine, sauver toute une famille. Quand vous parlez des astuces rapidement, est-ce que entre l'ascenseur et l'escalier, qu'est-ce que vous privilégiez comme activité? C'est les escaliers. Les escaliers. Oui. Non, même si l'ascenseur marche, on prend les escaliers. Oui, il y a un seul endroit à côté de nous ici où je n'ai pas d'autre choix que de prendre l'ascenseur. C'est quand je suis avec une émission de télé que je prends l'ascenseur. Ah, d'accord. Sinon, à part ça, c'est les escaliers. Ça n'a pas de sens, les ascenseurs. D'accord. Dr Kamel Lafia, merci beaucoup. On reviendra à ça, je le promets aux téléspectateurs, on reviendra sur le livre ou en décortiquer d'autres parties. Passez une bonne journée. Merci à vous, Dr Kamel Lafia. Merci à vous, Stanislas Bouenoupo, à moi. C'est moi. Ainsi prend fin le matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Prenez toujours du plaisir, c'est vrai, qu'on vous a laissé sur votre fin. Comme l'a dit Stanislas Bouenoupo, à moi, on se donne rendez-vous très très prochainement. Très bonne journée à vous tous. Toute l'équipe vous remercie pour votre attention.